bonjour, bonsoir et merci de m'accueillir chez vous. Je suis un intrus sans doute sur la télévision de Métropole ici. Alors j'explique rapidement la mise en contexte de ma présence ici. Je suis là pour rencontrer, être formé aussi, rencontrer une dame qui est philosophe, écrivain également et qui est peintre. Elle nous parlera un peu de sa vie, qui est venue en Haïti faire une formation pour des groupes d'Haïtiens, une formation sur la paix, la médiation. Donc on va apprendre la médiation en direct aujourd'hui sur Télémétropole. Merci de m'accueillir donc, merci de suivre Madame Martine Libertino. Bonjour, bonsoir. Bonjour, Madame. Bonsoir. Ça va bien? Très bien. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que j'ai raté votre formation. J'étais censé participer à cette formation. Ça m'intéresse beaucoup, la paix. Je suis un homme qui cherche la paix avec moi-même, aussi avec les autres. J'imagine que vous enseignez ça. Et donc, vous êtes venu en Haïti faire cette formation. Est-ce que vous nous expliquez un petit peu le contexte de votre arrivée en Haïti, votre passage pour cette formation, très rapidement? Alors, j'enseigne donc ma philosophie, justement, et cette philosophie, avant tout, est une philosophie pour la paix, puisque ma philosophie de base, c'est l'homme est venu sur Terre pour être heureux, donc pour être en paix. Et j'enseigne cette philosophie en Suisse également, puisque je donne aussi une formation de médiateur en Suisse. Dans ma formation, dans une de mes formations, des collaborateurs d'une ONG qui s'appelle Enfants du Monde sont venus participer à cette formation. Et m'ont demandé, à la suite de cela, de venir en Haïti, parce qu'ils ont des relations avec Haïti, m'ont demandé de venir faire une formation en Haïti et de reproduire le travail que je fais depuis 2 ans au Congo, à Kinshasa. Très bien, on fera le parallèle entre le Congo, Kinshasa et Haïti, Port-au-Prince, pour voir ce qu'il y a de semblable dans ces deux sociétés et pourquoi cette formation aussi doit intéresser les Haïtiens. Mais je voudrais commencer avec vous. Et vous demandez de me parler de vous un peu. Donc, vous faites cette activité, vous avez fait au Congo, à Kinshasa, et aussi ailleurs? Alors, je travaille aussi de temps en temps, je vais régulièrement à Tunis pour former les collaborateurs de l'ADEA, l'ADEA qui est l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique. Est-ce que pour former sur la médiation, vous devez être aussi vous-même une médiatrice, un médiateur? Ben, j'espère, parce que comment peut-on former des gens si nous ne sommes pas capables de faire ce que nous enseignons? Ce que je veux dire, en fait, est-ce que vous avez déjà joué ce rôle dans votre vie? Je fais des médiations régulièrement. Régulièrement. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que la médiation et qu'est-ce que c'est qu'un médiateur? D'abord, la médiation. Alors, il y a ce que la société estime de la médiation, que je n'estime pas évidemment, puisque si je vous parle comme ça, c'est que je vois les choses différemment. Dans notre société, la médiation est considérée comme la capacité pour une personne, un professionnel, de mettre 2 personnes ou un groupe en présence, pour les aider à ne pas s'entretuer, mais pour les laisser trouver leur solution tout seuls. Voilà, ça, c'est le principe de la médiation dans notre société. En ce qui me concerne, la médiation, c'est être capable de connaître assez les êtres humains pour les aider à régler leurs problèmes, en voyant dans leur fonctionnement et dans leurs difficultés ce qu'ils peuvent trouver comme solution pour justement régler ces problèmes. C'est-à-dire que pour moi, un médiateur doit être capable de prendre le risque de donner des clés. Et vous avez bien dit un mot qui m'intéresse, le médiateur doit connaître le milieu et les personnes aussi en situation de conflit. Non, il doit connaître l'être humain, tout simplement. Il doit connaître les êtres humains. Est-ce que le milieu est important aussi, de connaître un peu le milieu, la société où vivent ces gens qui seraient en conflit, une situation de conflit? Est-ce qu'il faut aussi connaître, pour connaître le caractère, la mentalité, la culture? Alors, il est évident que nous devons avoir 2 connaissances. La première connaissance, c'est la capacité de connaître l'être humain dans son fonctionnement, dans ses problèmes émotionnels, dans ce qu'il est au fond de lui. Mais en même temps, un professionnel se doit effectivement de découvrir soit l'entreprise, soit la communauté dans laquelle il va aller, soit la culture, pour comprendre aussi, d'une manière peut-être intellectuelle, ce qui se passe et pourquoi les conflits se passent. Bon, mais pour moi, je vous dirais que, honnêtement, tout cela, bien que ce soit très important, passe en second plan, parce que d'abord, j'écoute ce que je ressens et ce que je vois à l'intérieur de l'être humain, et ensuite, je vais chercher dans la culture ou sur le terrain les confirmations de ce que j'ai ressenti. Donc il vous faut une rencontre. Bien sûr, oui. Et cette rencontre, évidemment, si
vous avez à faire une médiation. Cette rencontre vous permet de découvrir effectivement l'être humain de manière intrinsèque, personnelle, mais aussi le milieu dans lequel il vit. Oui, tout à fait. Oui. J'ai l'impression que vous me direz que si c'est non, c'est une profession, un métier, une pratique qui est de plus en plus courante aujourd'hui dans le monde. Les médiateurs, il y en a de plus en plus dans certaines sociétés. Alors, en ce qui me concerne, c'est une vocation, ce n'est pas un métier. Et effectivement, vous avez soulevé le problème, je suis entièrement d'accord avec vous, dans le monde, il y a de plus en plus de médiateurs. Pourquoi ? Mais parce que, je vais vous dire une horreur, c'est que depuis quelques années, malheureusement, c'est un métier qui est devenu à la mode. Et ma foi, c'est une manière aussi de gagner de l'argent. Voilà. Parce que le monde vit mal aussi quand même, non ? Oui, oui, mais pour moi, être médiateur, c'est un vrai travail, c'est une véritable vocation. Et je vous parle d'expérience parce que je vis en Suisse, je vis à Genève, et c'est vrai que je travaille depuis plus de 30 ans avec les gens, et je fais des médiations depuis de longues années. Et depuis quelques années, la mode de faire des médiations fleurit. En Suisse aussi. Bien sûr, mais surtout en Suisse. Voilà. Ah ouais. Et je vois tellement de gens qui viennent me voir après être sortis d'une médiation encore plus en colère qu'avant d'y aller. Parce que pour être médiateur, il me semble qu'il faut avoir quand même des qualités humaines très importantes. Il ne suffit pas de prendre quelques cours et de devenir médiateur. Alors, on va parler maintenant des situations pour lesquelles un médiateur est nécessaire. Pourquoi et quand fait-on appel à un médiateur ? Vous m'avez parlé du Congo, je prends la figure un peu large de ce pays, qui est un pays en conflit. Et est-ce que ce sont vers les groupes que le médiateur se présente, ou le médiateur que vous avez fait une formation au Congo, vous avez formé des médiateurs qui eux-mêmes vont auprès des populations qui sont éventuellement en conflit? Alors, bon, en ce qui me concerne, vous savez, je suis un cas, donc c'est un peu difficile de parler des médiateurs parlant de moi. En ce qui me concerne, parlons plutôt de ma philosophie. Parce que ce soit la formation de médiateur, que ce soit des médiations, ne sont que des supports pour enseigner une philosophie. Autrement, un médiateur, c'est un métier. Je vous dis, pour moi, c'est une vocation, c'est autre chose. Voilà. Bien compris et noté. Voilà, bien. Alors, donc, pourquoi j'ai mis sur pied cette formation de médiateur et des médiations ? Pour aider les êtres humains à s'aimer, pour aider les êtres humains à trouver la paix ensemble. Donc il ne suffit pas de faire la médiation, il faut faire encore d'autres choses pour ça. Il faut apprendre aux êtres humains à se rencontrer eux-mêmes. Et le premier travail que j'ai mis en place dans ma formation de médiateur et en travaillant avec tous les groupes avec lesquels je travaille, c'est d'aider les êtres humains à découvrir quelles sont leurs personnalités, quelles sont leurs qualités et quelles sont leurs programmations émotionnelles. Allons dire ça au singulier, si vous permettez l'expression. Oui. Vous voulez dire que vous apprenez à quelqu'un de se connaître lui-même. Oui, avant tout. Avant voilà. tout. Et pour être un bon médiateur, puisqu'on parle de ces choses-là, pour être un bon chef d'État, c'est la même chose, pour être un bon chef d'entreprise, il faut déjà se connaître soi-même pour pouvoir prendre en charge ses collaborateurs. Est-ce qu'un chef d'État a besoin d'être médiateur ? Un chef d'État a besoin de se connaître lui-même pour connaître ses sujets. Ça me paraît évident. Voilà. Alors, dites-nous, le Congo, rapidement, très rapidement, est-ce que cette expérience que vous avez, de votre philosophie au Congo, a eu un succès quelconque? Parce que je vois le Congo est toujours en ébullition quand même. Je ne peux pas sauver le Congo à moi toute seule quand même. C'est les Congolais qui le feront. Avec, ça de toute façon. Ouais. Voilà, et Haïti, je ne pourrais sauver personne non plus, donc ce sont les Haïtiens On parlera d'Haïti d'Haïti maintenant après. Le Congo rapidement. Alors le Congo, je travaille toujours au Congo. Oui. Voilà. Je continue, ça fait 2 ans donc, que nous avons commencé une formation de médiateur. Ne nous arrêtons pas avec ce mot de médiateur, parce que au fond, au départ, le groupe se forme avec une vingtaine de personnes, entre 20 et 30 personnes, toutes issues d'ONG locales, de la société civile, etc. On essaye en général j'essaye de travailler avec des gens justement qui sont différents les uns des autres. Ça peut être des pasteurs, des psychothérapeutes, des gens qui travaillent, qui ont des ONG, etc. Et ce sont des gens qui veulent aider leur pays. Parce que dans ce contexte-là, je n'ai pas du tout l'intention de travailler avec des gens qui ne veulent pas sauver leur pays. Je veux dire, ce n'est pas du développement personnel, c'est autre chose, vous voyez. Donc j'ai besoin d'avoir des gens qui sont motivés vraiment. Des volontaires. Volontaires, motivés et surtout qui ont de la générosité. Alors au départ, c'est clair que pour s'engager dans ce processus, il faut que la personne soit capable d'avoir une certaine neutralité. Donc elle doit faire un travail sur ses programmations émotionnelles elle-même. Ça, c'est le sujet de la formation initiale qui dure
3 fois 3 jours, c'est-à-dire 9 jours. Pendant 9 jours, nous travaillons sur une année environ. Ensuite, on commence la formation continue et c'est là où on commence vraiment à travailler, où on fait de la mise en place. Et au début de la formation continue, entre-temps, évidemment, je me suis inquiétée du pays, de ce qui se passe dans ce pays, quelles sont les difficultés, est-ce qu'il y a des enfants des rues, est-ce qu'il y a, voilà, est-ce qu'il y a des femmes violées, etc. Je regarde aussi par rapport aux gens qui travaillent avec moi, dans quel secteur travaillent-ils, dans quel domaine sont-ils passionnés aussi, dans quel domaine veulent-ils exercer ce travail. Et ensuite, on commence à monter des programmes. Voilà. C'est ça qui est surtout intéressant, important. Ce sont les programmes que nous montons pour pouvoir aider la population à se réconcilier avec elle-même, à retrouver leur dignité. Et nous travaillons sur l'inconscient collectif du pays. Ça, c'est un peu très subjectif pour moi. Comment travailler sur l'inconscient d'un pays? Si vous vous en penchez un peu sur chaque pays, vous vous rendrez compte que, même en vous penchant sur Haïti, vous allez vous rendre compte qu'il domine certaines qualités chez les Haïtiens, comme domine certaines difficultés que dans notre société nous pourrions appeler des défauts. Est-ce que pour travailler sur l'inconscient, il ne faut pas travailler d'abord sur le conscient, sur la conscience, avant d'arriver à l'inconscient, au subconscient? Mais tout se joue dans l'inconscient, justement. Absolument. Voilà. Ouais, la conscience n'est que le résultat final de l'inconscient. Donc nous travaillons surtout sur l'inconscient, mais en travaillant sur l'inconscient, nous développons aussi les attitudes. Nous travaillons sur comment ce problème de l'inconscient, par exemple, cette programmation émotionnelle, comment va-t-elle se répercuter dans le quotidien, dans l'attitude de la personne, dans ses paroles, dans les gens qui vont se manifester autour d'elle, dans sa manière de vivre, etc. Et tout ça au niveau d'une personne, d'un individu, au même titre qu'une communauté, aucun pays. Alors, venons-en maintenant à Haïti. Vous arrivez à Haïti avec Enfants du Monde et vous travaillez avec des collaborateurs aussi haïtiens, j'imagine, Voilà, de la même manière. Oui. IDEO entre plus d'autres ONG. Oui. Nous sommes environ une vingtaine de personnes en tout cas. Et vous avez monté aussi cette formation en Haïti avec un groupe d'Haïtiens. Voilà. Est-ce que ces personnes sont en formation de médiation pour être des médiateurs, pour ensuite retourner dans leur communauté, aller travailler avec d'autres personnes? Alors maintenant, nous sommes en train de créer la structure parce que nous venons de finir la formation initiale cette semaine, nous sommes en train de faire la première formation continue et c'est maintenant que la structure se met en place. À savoir que parmi les participants, ils vont eux-mêmes décider. On est en train de décider qui veut faire de la médiation, qui veut se spécialiser dans la médiation, familiale, professionnelle, institutionnelle, etc. D'autres se manifestent en disant « je veux travailler avec les enfants », je veux éduquer les adultes, et on est en train de mettre en place justement... Et vous parlez de l'éducation à la paix. Oui. Oui. Voilà, et c'est vraiment la base de notre travail, et que ce soit une formation de médiateur, que ce soit une formation d'éducateur dans les écoles, que ce soit une formation de psychothérapeute ou d'enseignant, cette formation doit se faire pour la paix. Est-ce qu'il y a un moment idéal dans la vie d'un individu, d'un être humain, pour aller vers cette formation? Est-ce qu'on devrait commencer très tôt avec les enfants, par exemple, ou bien un adulte est encore ouvert à cette éducation à la paix? Alors bien qu'un adulte soit toujours ouvert à cette éducation à la paix, s'il en a envie, parce que nous devons préserver absolument le libre arbitre des personnes, ce qui veut dire qu'une prise de conscience peut se faire à 20 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans. Ouais. Bon. Mais c'est quand même du temps perdu, à savoir que si un enfant peut être éduqué à partir de 6 ans à s'aimer, à développer sa capacité de rigueur, sa capacité de communication, etc., c'est tout le temps qu'il va gagner pour construire sa vie, pour être heureux, et aussi pour apporter du bonheur à son pays. Cette éducation devrait être massive. C'est clair. Ouais. On est là pour ça d'ailleurs. Il faudrait, par exemple, travailler, je ne sais pas si vous l'avez fait au Congo, cette expérience, travailler avec des institutions, ou travailler même avec, par exemple, je pense au ministère de l'Éducation nationale en Haïti. C'est ce que je fais. Ah, vous faites ça. Voilà. C'est ce que je fais. Oui. Et on est en train de monter des écoles, parce que j'ai créé une école en Suisse qui s'appelle l'école d'éveil philosophique pour les enfants et les adolescents. Et on est en train de reproduire ces écoles-là, mais avec les spécificités de chaque pays, parce qu'il ne faut pas reproduire toujours les mêmes choses, évidemment, il faut s'adapter. Et des écoles sont nées à Kinshasa, et on est en train de travailler pour que cet enseignement puisse être fait dans l'école publique. Voilà. En Haïti. Alors,
Alors, en Haïti, nous sommes en pourparlers actuellement avec une école pour qu'elle puisse justement commencer ce programme. Alors, dans ce programme, justement, les participants de la formation, je suis en train de les former. Donc, mes élèves vont être formés pour former les enseignants de l'école, pour former les parents et pour donner l'enseignement aux enfants. L'éducation à la paix, voilà. Parce que donner l'éducation à la paix aux enfants sans que les parents puissent participer, ce n'est pas possible, parce qu'au contraire, ça se retourne contre les enfants. Alors, on parle encore, si on prend la situation spécifique d'Haïti, on parle encore d'un faible pourcentage quand même d'enfants qui arrivent à l'école. Il y a quand même un grand nombre, un nombre important qui vivent en dehors de l'école. Est-ce que cette formation peut aussi arriver à ces enfants-là? Reprenons le Kinshasa, puisque je suis en avance, n'est-ce pas, sur le temps à Kinshasa, puisque ça fait 2 ans que ça fonctionne là-bas. Nous travaillons avec les enfants des rues. Et nous sommes en train de monter des structures avec les enfants des rues, dans les centres pour enfants des rues, où on donne un enseignement aux enfants. Et le résultat est extraordinaire, parce que ce sont des enfants, on ne pouvait rien faire avec ces enfants, tellement ils étaient en colère, tellement ils avaient un sentiment d'injustice, des tendances autodestructrices, c'est-à-dire qu'ils venaient au centre, ils fuguaient, ils partaient, ils retournaient dans la rue, ils n'arrivaient même pas finalement à recevoir ce qu'on pouvait leur donner. Et aujourd'hui, les enfants qui sont dans le centre, un centre en particulier auquel je pense, on arrive dans ce centre aujourd'hui, on a l'impression d'être dans une maison, et les enfants sont heureux. Les enfants, d'ailleurs, ont appris à prendre soin d'eux, à se laver, à prendre soin les uns des autres, à devenir plus solidaires. Et ce sont des enfants qui, malgré le départ de leur vie, ont envie aujourd'hui de réussir et de s'en sortir. Justement, c'est un aspect qui me vient à l'idée tout de suite de vous poser cette question, l'aspect de l'être humain dans son milieu, dans son environnement, dans sa situation personnelle aussi. Est-ce que quelqu'un peut être en paix avec lui-même quand il est frustré dans la vie, quand il est privé de tout? Et ça, si on multiplie par le nombre de personnes dans cette société qui vivent dans cette situation-là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué si on part du principe que nous fonctionnons avec notre intellect et qu'il existe des gens favorisés et des gens qui sont défavorisés. Alors effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est désespéré. Je vois les choses d'une autre manière, à savoir que bien sûr qu'il y a des gens défavorisés et bien sûr qu'il y a des injustices et qu'on ne doit pas accepter les injustices. Mais d'un autre côté, nous devons voir comment fonctionne l'être humain et en quoi il est responsable de ce qu'il vit. Donc, vous pouvez constater, on peut constater dans cette formation que en arrivant à aider une personne à changer d'état d'esprit, on va l'aider à changer sa vision d'elle-même, sa vision de la société, et on va lui permettre, elle va se permettre de réussir sa vie, de croire à un idéal, et malgré les épreuves qu'elle a vécues, elle va s'en sortir beaucoup plus qu'une autre personne qui n'a pas fait ce travail. Donc c'est remettre cette personne en confiance. Oh oui, mais plus que ça, permettre à cette personne d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à croire en la vie, d'apprendre à respecter ses besoins, à prendre soin d'elle, etc. Vous voyez, à rêver et savoir qu'elle peut aussi réaliser son rêve. Alors, l'éducation à la paix, la médiation, et nous parlons aujourd'hui dans ce programme que Métropole a accepté d'héberger, qui sera très provisoire malheureusement. On serait intéressé, peut-être, moi je serais intéressé à parler beaucoup de la médiation et de la paix aussi, comment on y arrive. Alors on va s'arrêter un petit moment, Martine Libertino qui répond à nos questions donc, pour revenir dans quelques instants. On écoutera aussi, on vous verra sur le terrain, parce que vous avez travaillé avec des Haïtiens sur le terrain, on leur demandera aussi ce qu'ils retiennent de cette formation que vous avez donnée. À tout à l'heure. À tout à l'heure. J'avais beaucoup enregistré la notion de programmation émotionnelle, et là le regard sur les qualités à développer me semble très intéressant et positif aussi. On a introduit la formation auprès des enseignants et aussi le débat sur le bonheur qui permet en fait de resituer les choses et de resituer en fait l'importance des besoins de chacun, et ce sont ces gens du pouvoir qu'il a et de cette capacité à changer sa vie et du libre arbitre. De son libre arbitre et de choix qu'il a. Et qu'il soit heureux, on a les clés, donc c'est vraiment un bon début, ça suffit. On a fait ça maintenant, et surtout ça m'a permis de voir comment je vais expliquer ça aux autres. Parce que j'avais compris, mais c'était un petit peu difficile de mettre les termes pour que les autres puissent comprendre les larmes, et je pense que je suis à l'aise. Par rapport aux connaissances que vous avez,
Mais c'est miraculeux. Parce qu'en fait, on n'a passé que 11 jours ensemble de notre vie, mes amis. 11 jours. 3 fois 3 jours. Non, 3 fois 3 jours, vous êtes d'accord, hein? Plus 2 jours de la formation continue. Vous êtes d'accord que vous avez une connaissance énorme déjà. Voilà, c'est énorme. Alors, petite rencontre, j'allais dire informelle, avec Martine Libertino, qui est philosophe, peintre, écrivain, de passage en Haïti pour une formation à l'éducation à la paix, formation aussi sur la médiation. Alors, on était en train de parler, Martine, si vous permettez que je vous nomme par votre nom, Avec madame. plaisir. On était en train de parler de la médiation pour les personnes qui seraient en situation de frustration dans une société. Quels sont les autres éléments qui pourraient porter une personne à se trouver en conflit avec une autre personne, ou un groupe de personnes se trouver en conflit avec d'autres groupes de personnes, et qui serait peut-être nécessaire que vous, en tant que formateur, que vous ayez ces clés en main pour pouvoir apporter votre message, faire passer votre philosophie sur la médiation? Alors, il faut voir, de nouveau je reviens à l'être humain en fait, hein, à l'homme, dans ce sens que si on se contente de faire des médiations, je ne dis pas que c'est mal, mais c'est un petit peu un remède qui n'est pas un remède de fond, mais un remède qui va soigner un symptôme. Pourquoi? Parce que le fait de faire une médiation va permettre à 2 personnes, à un couple, à une famille ou à une entreprise, enfin, ou à un groupe de personnes, va permettre à ces personnes de régler un problème, le problème du moment. Mais est-ce que cette médiation va permettre à ces gens de faire un travail en profondeur pour comprendre pourquoi ils ont ce problème? C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette formation de médiateur, parce que le travail de médiateur ne peut porter ses fruits que si ce travail de fond est fait. C'est pour ça que, pour répondre à votre question, j'ai envie de vous dire, dans le cadre d'un pays, par exemple, en guerre, si au niveau des individus, nous ne faisons pas un travail de fond, toute médiation, si bonne soit-elle, ne portera pas ses fruits à long terme, parce que justement, on n'a pas aidé les gens à comprendre la cause du mal, leurs problématiques, et quelle est la raison émotionnelle à toute, même si c'est un conflit, même si c'est une violence. D'accord. Dans une situation de violence, justement, Oui, ou de conflit, dites-moi si je me trompe, il y aurait peut-être un travail à 2 niveaux, un travail peut-être de faire la médiation pour porter 2 groupes à s'entendre sur le moment, mais aussi un travail en profondeur. C'est Voilà. ça que vous exigez vous-même. Voilà, alors la médiation nécessite un travail de fond, et ce travail de fond va demander au médiateur de s'adresser à chaque interlocuteur en expliquant à chaque personne pourquoi elle est arrivée à cette situation, ce qui l'a amenée à être violente ou à être victime, en quoi elle est responsable, qu'est-ce qui se passe au fond d'elle au niveau émotionnel qui l'a conduit à cela. Ensuite, il doit donner le moyen de sortir de cette attitude à la personne, de lui expliquer comment elle doit changer, quelle est la prise de conscience qu'elle doit faire pour pouvoir sortir de sa difficulté à elle. Voyez. Donc, dans une véritable médiation telle que je la conçois, ça veut dire que le médiateur doit se trouver en face de chacune des personnes. Même s'il y a 20 personnes, il doit s'adresser à chacune des personnes, définir à l'intérieur d'elle quelle est sa souffrance et sa difficulté, qui la rend peut-être même agressive ou victime, et lui donner l'explication pour qu'elle puisse sortir de cet état soit de victime, soit de bourreau. Un médiateur est forcément un psychologue? Je pense qu'un médiateur doit être plus qu'un psychologue. Ouais. Il doit être un humain, un psychologue, un amoureux de l'être humain, etc. etc. Okay. Alors, est-ce que aussi, est-ce que une personne en situation de conflit, un couple, une famille, ou une entreprise, vous avez cité aussi une entreprise pour prendre la dimension de la société dans un pays où il y a des conflits. Ou de communautés en guerre. Ou de communautés en guerre, etc. Est-ce qu'il y a des éléments que chacun peut apporter pour aider à arriver à la médiation? Je pense par exemple forcément à la formation intellectuelle, à l'esprit d'ouverture de chaque être, de chaque personne se trouvant dans cette situation, mais aussi la religion, par exemple. Est-ce que la religion pourrait être un élément qui peut aider à arriver beaucoup plus facilement à la médiation? À la paix, je veux dire. C'est difficile de vous dire oui, parce que je pourrais vous dire oui, je pourrais vous dire non. Alors, pourquoi je pourrais vous dire non? Je pourrais vous dire non, parce que lorsqu'on voit la religion en termes de dogme, non, elle ne peut pas aider à la paix. Lorsque la religion devient un support qui nous permet
d'aimer l'être humain tout en le laissant libre de choisir pour sa vie en le respectant, à ce moment-là, pourquoi pas? Parce qu'on va parler d'amour, on va parler de solidarité. Donc c'est un élément qui peut être jouable pour faire une médiation. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'il faut la connaissance de l'être humain. On revient toujours à cela. C'est-à-dire que le médiateur doit connaître les paramètres émotionnels des gens qui sont en face de lui. Il doit les découvrir, les détecter, et il doit mettre le doigt dessus pour dire à cette personne, tu vois, enfin, ou vous voyez, vous avez vécu cette situation parce que vous êtes trop passif, parce que vous ne vous aimez pas, parce que vous n'avez pas été assez actif dans une situation. Et voilà la raison pour laquelle vous vous comportez de cette manière. Ou alors il va dire à une personne, vous vivez cette situation parce que vous avez créé beaucoup de malentendus, vous ne dites pas ce que vous ressentez, vous ne parlez pas de vos émotions, donc l'autre personne ne peut pas vous connaître. Et voilà pour quelle raison vous vous comportez de cette manière, parce que vous avez peur de ne pas être compris, parce que vous avez cette programmation émotionnelle au fond de vous, et voilà les techniques de travail pour pouvoir ne plus fonctionner comme cela. J'ai l'impression que vous êtes en train de parler aussi de la communication qui doit exister. La communication, c'est le nerf de la guerre. Hein. Je dirais que dans toutes les cultures actuellement, que ce soit en Occident ou ailleurs, tout le monde communique, mais personne ne s'exprime. Voilà, on communique avec les médias, mais on ne communique pas avec le cœur. Donc il y a d'énormes problèmes de communication partout. Donc vous incitez dans ce travail aussi à la communication. C'est primordial. Et c'est d'ailleurs ce que je mets en avant dans la formation de médiateur, et surtout lorsqu'on arrive à la formation continue, la précision de langage, la capacité d'écoute, la capacité d'être clair lorsque nous parlons, parce que la plupart du temps, l'être humain ne se rend pas compte, mais il n'exprime pas ni ce qu'il ressent, ni ce qu'il éprouve. Il exprime des concepts, des idées, mais il a une espèce de pudeur qui fait qu'il cache ce qu'il est. Et c'est une grande frustration pour lui, et c'est une grande frustration pour ses interlocuteurs. Alors revenons sur Haïti. Je suis vraiment parti là à vous écouter, à des réflexions qui me conduiraient très loin. Mais revenons à Haïti et sur la formation que vous avez proposée aux Haïtiens. Est-ce que vous avez travaillé sur des modules qui vont être eux-mêmes répliqués par ces formateurs dans les communautés où ils travaillent? Alors, on est en train de mettre en place justement ces modules. La première mise en place que nous sommes en train de faire, c'est le travail au sein des écoles. On est aussi en contact avec le ministère de l'Éducation, en particulier avec la direction de la petite enfance, pour former éventuellement les moniteurs de la petite enfance, puisque c'est là en fait où tout se joue. Hein. Ben ouais, c'est par eux qu'il faut commencer. Ensuite, il faut former les enseignants, il faut former les parents, et il faut former les enfants au sein des écoles. Indépendamment de l'école publique et privée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons créer des écoles d'éveil philosophique qui peuvent se créer dans les églises, au sein des communautaires, au sein des quartiers, hein, parce que c'est important de faire un travail au sein des quartiers, et travailler auprès des enfants des rues, s'il y a des enfants des rues, travailler auprès des enfants en domesticité. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, parce que j'ai entendu beaucoup parler de ces enfants en domesticité, et je vois que certaines ONG travaillent avec eux, essayent de les aider, leur donnent à manger, mais je pense qu'il faut faire un travail de fond. Et le travail de fond, il ne faut pas le faire seulement avec les enfants, il faut le faire avec les gens qui les font travailler. Et je pense qu'il faut aller auprès de ces adultes et faire un travail avec eux. Vous avez parlé en disant qu'un bon médiateur, il lui faut être capable de comprendre l'être humain. Quelles sont les autres qualités d'un bon médiateur? Alors les autres qualités, la solidarité, l'amour, la capacité d'anticipation, la capacité d'être stratégique aussi, parce que c'est aussi une stratégie de faire une médiation. Il doit avoir aussi une capacité de rigueur, de détermination, être assez détaché pour ne pas avoir peur d'être rejeté s'il dit ce que la personne n'a pas envie d'entendre, et être capable aussi de communiquer correctement. D'être neutre? Parce que si indispensable. On a l'impression que le médiateur prend parti, est-ce que ça ne peut pas foirer tout? Ah mais on n'a pas le droit de prendre parti. On n'a pas le droit de prendre parti, mais nous n'avons pas le droit d'être lâches non plus. Parce que souvent, on confond la neutralité avec la lâcheté. Ce qui veut dire que
en tant que médiateur, je ne vais pas donner de conseils parce que je dois laisser les gens libres, etc. Mais en fait, pour moi, ce n'est pas la neutralité. C'est parce qu'on a peur aussi de s'avancer. Et j'estime que lorsque des gens nous appellent, c'est parce que nous sommes censés les aider beaucoup plus qu'un ami qui aurait une oreille attentive. Donc le médiateur doit à un moment se montrer ferme. Ah, mais il doit s'engager, il doit donner, bien sûr, il doit se montrer ferme, il doit dire tout ce qu'il voit qui ne va pas. Et à un moment donné, il doit dire à la personne, je respecte tout à fait le fait que vous ne vouliez pas comprendre votre difficulté, mais à ce moment-là, voilà, c'est un vos risques et périls, voilà ce qui risque de se passer pour votre vie, mais je ne peux pas vous aider si vous ne voulez pas vous remettre en question. Alors, en 4 points, 4 éléments que vous avez touchés avec les Haïtiens que vous avez rencontrés pour la formation. 4 éléments que vous avez vus avec eux. Vous parlez des problématiques de Haïti. Oui. Ouais. Alors, les problématiques d'Haïti, vous parlez des problématiques concrètes ou des problématiques émotionnelles? Concrètes. Bon, alors les problématiques, c'est l'éducation. Donc il faut toucher l'éducation. Mais bon, je n'aurais pas la prétention de dire que c'est la problématique d'Haïti. Hein. C'est aussi notre problématique chez nous, hein. Partout, hein, c'est la problématique. Donc il faut apprendre aux enfants le métier d'être humain avant de leur apprendre à développer leur intellect. Ça, c'est important. Ensuite, une autre problématique, ce sont tous les enfants, que ce soit enfants des rues, que ce soit les enfants de domesticité. Une autre problématique, c'est la condition de la femme, les problèmes de viol, etc., qui peuvent détruire une vie. Hein. Donc ça veut dire que ces femmes doivent être formées, doivent se débarrasser de leur programmation émotionnelle, de leurs séquelles émotionnelles. Hein. Et surtout, la dignité. Parce que je pense que le peuple haïtien doit retrouver son autonomie, doit retrouver sa dignité. Et pour retrouver sa dignité, il faut justement apprendre à se faire confiance, apprendre à s'aimer et apprendre à se rendre compte qu'on est capable de s'en sortir tout seul aussi. Parce que ça, c'est important. Absolument. Ouais. Alors, nous allons écouter maintenant quelques commentaires de ce groupe que vous avez formé. On écoutera donc ce que vous avez semé, ce qui est resté en terre et ce qui va probablement aussi pousser et germer en Haïti, apporter des fruits. On écoute quelques réactions juste après cette formation qui a été donnée au bord de la mer, c'est dans le meilleur endroit. Très satisfaite. Je pense que c'est un séminaire qui sera très utile pour nous permettre d'aider la population à se sentir plus heureuse, à arriver à mieux vivre avec les difficultés. Je pense que c'est un séminaire qui a une importance pour nous au niveau personnel, au niveau professionnel, mais qui aura vraiment un impact réel sur le pays. J'ai appris vraiment beaucoup de choses qui vont m'aider dans mon travail, dans le travail que j'ai fait avec les femmes, avec les enfants. Et je crois que c'est une formation qui va m'aider. Améliorer notre fonctionnement en tant qu'être humain et participer mieux à la vie de tous les jours et au développement du pays. Alors, nous abordons la dernière partie de cette rencontre avec vous, Madame Martine Libertino. Et je termine rapidement en disant que vous avez fait de bons élèves, il me semble, qui sont très intéressés à ce que vous faites. Est-ce que vous les trouvez réceptifs, effectivement, ceux qui sont à votre formation? Alors, je les trouve plus que réceptifs. Hein. Je pense que c'est... D'ailleurs, je ne les considère pas comme des élèves. Plus je viens à Haïti, au même titre d'ailleurs qu'à Kinshasa, plus je les considère comme des amis. J'espère que c'est réciproque, parce que nous vivons des choses quand même très importantes ensemble. Et il y a un grand respect de part et d'autre. Et c'est vrai que je les trouve très, 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 très réceptifs. Alors, ils sont formés sur une semaine, cette fois-ci, mais la formation s'étend sur 1 an et 3 temps. Si je peux m'exprimer ainsi. Alors la formation ne s'étend pas sur 1 an, la formation s'étend jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin de moi. Ah, voilà. J'imagine que ça va arriver un moment où ils n'auront plus besoin de vous. Ben, je ne dis pas que je l'espère parce que c'est vrai qu'on s'attache. mais non, bien sûr que je l'espère. Ouais. Mais si je prends par exemple le travail qui a commencé bien avant à Kinshasa, maintenant, nous avons commencé il y a presque 3 ans et je vois qu'ils sont de plus en plus autonomes, bien qu'ils ont encore besoin de moi. Mais je sais que lorsque je pars, ils peuvent mettre des structures en place, ils se rencontrent, ils travaillent, ils font des groupes de travail aussi, indépendamment. Donc les formateurs vont former d'autres personnes. Oui, et ils commencent à travailler ensemble parce qu'au départ, en fait, ils ne se connaissent pas.
Donc au début, il y a toute cette structure que nous devons monter, cette amitié, cette solidarité. C'est une des premières phrases que je dis au début de la formation. Si nous faisons cette formation, c'est pour donner l'exemple. Donc nous devons donner l'exemple de l'amour, de la solidarité. Nous devons déjà faire, nous, un travail ensemble. Alors, est-ce qu'avec, vous ne les appelez pas vos élèves, non, mais est-ce qu'avec ce groupe, vous travaillez aussi sur des cas concrets, des exemples qui pourraient peut-être vous guider mieux à faire passer votre philosophie? On fait, bien sûr, on travaille sur des exemples, mais aussi nous faisons des jeux de rôle, nous faisons des simulations de médiation. D'ailleurs, hier, nous avons fait une simulation de médiation. On fait des exercices. Je leur apprends à parler en public aussi. Donc, on travaille tous les aspects, justement, de l'être humain qui est en charge d'autres êtres humains. Donc, on doit travailler tous ces aspects-là. Est-ce que vous faites une évaluation au bout de la formation? Non, je ne fais pas d'évaluation parce que l'évaluation se fait chaque seconde dans ma formation. À savoir que dans notre travail, lorsqu'il y a erreur, je rectifie. Lorsque les choses sont bien faites, je le dis. Et cette évaluation se fait au fur et à mesure du travail. Vous voyez, je ne travaille pas comme, entre guillemets, les autres formateurs. Je travaille avec le cœur, plutôt. Donc, je pense que faire des papiers, faire des évaluations, faire des diplômes, bon, bien sûr qu'il y a eu un diplôme à cette formation, pour moi, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de voir les gens travailler sur le terrain, de les voir réactifs, de les voir se comporter entre eux et de voir justement quelle est leur motivation dans ce qu'ils font. Hein. Et c'est vrai que dans ces formations de médiateurs, j'ai de la chance, la plupart du temps, pour la majorité des gens, d'attirer des personnes généreuses, de qualité, qui ont vraiment envie d'aider leur pays. Et en route, si quelques personnes n'ont pas cette motivation, de toute façon, elles partent. Je parlerai avec vous sur la fin, même si on prend 2 minutes pour parler de vous et de votre intérêt pour l'être humain, la personne humaine. Et vous accentuez à chaque fois pour revenir sur l'être humain, sur le cœur, sur la personne. Mais pour Haïti, qu'est-ce que, avec, j'imagine travailler avec IDEO, avec d'autres partenaires sur Haïti, Enfants du Monde, vous avez dit aussi, quel est l'objectif qui est poursuivi au bout de tout ça? De la formation, ouais. L'objectif. L'objectif, c'est de permettre à toutes les sociétés défavorisées de trouver une paix intérieure pour pouvoir mieux gérer leur vie et trouver de meilleures solutions. Parce que quand on supprime la dignité à l'être humain, c'est inadmissible. On ne peut pas vivre comme ça. Est-ce que ça ne peut pas soulever aussi, quand vous parlez de dignité, je comprends très bien ce que vous voulez dire, mais quand vous insistez sur ça, vous dites si vous supprimez la dignité à un être humain, mais est-ce que ça ne peut pas aussi susciter le sentiment de révolte parfois aussi à l'intérieur de l'être humain? Vous me piétinez, maintenant je me révolte contre vous. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est ça le problème. C'est qu'à force de piétiner la dignité des gens, on les conduit tout doucement à la guerre. On les conduit à la guerre civile, on les conduit à la guerre. Donc si nous voulons être en paix, il ne faut pas faire des accords ni des lois. Il faut permettre à l'homme d'être assez heureux, d'être assez digne pour qu'il ne se sente pas révolté, qu'il ne soit pas frustré et qu'il puisse avoir envie de construire sa vie. Laissez-moi vous poser une question qui peut paraître très terre à terre, très j'allais dire mesquin entre guillemets. Est-ce que le bien-être, l'argent peut procurer cette paix dont vous parlez? Votre question n'est pas mesquine. Je pense que l'argent, pour des gens qui n'ont rien à manger, n'est pas à dédaigner. C'est facile quand on a de l'argent de dire non, non, l'argent c'est pas important. Hein. L'argent c'est simplement on vit sur Terre, hein. On vit dans une société. Et dans cette société, l'être humain a des besoins. Le premier besoin qu'il a déjà, c'est de manger. Hein. Donc vous ne dissociez pas, si vous permettez que je vous interrompe rapidement, le matériel du spirituel là-dedans. Mais non, parce que si je dissociais, ça voudrait dire que je suis utopique. Hein. On ne peut pas dissocier ça. Et une personne qui ne mange pas, c'est une personne à qui on enlève la dignité. Une personne qui est battue est une personne à qui on enlève la dignité. Une personne qui vit dans la rue est une personne à qui on enlève la dignité. Donc il est indispensable que chacun ait assez d'argent pour pouvoir se nourrir correctement et pour pouvoir respecter ses besoins. Vous voyez, je ne dis pas pour pouvoir juste se nourrir, parce que se nourrir, ce n'est pas suffisant. Pour pouvoir respecter tous ses besoins. Alors, comment amener une personne qui est dans cette situation, ou un groupe de personnes, une communauté dans cette situation, à la paix, à la rencontre de la paix?
Alors, bien sûr que je ne peux une tâche pas faire, facile. je ne peux pas faire des miracles parce que je suis, vous voyez, toute seule au milieu de la tempête. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Bon. Donc, ce que je fais demande une grande humilité. Hein, à savoir que, d'abord, je ne sauverai que ceux qui ont envie d'être sauvés parce que c'est eux qui font le travail. Et ensuite, par rapport à la multiplicité, que puis-je faire? Bon. Alors, donc, dans la situation dont vous parlez, mon travail, c'est justement de permettre à l'être humain qui est désespéré parce que il se sent en dehors de la société, il se sent rejeté, il ne se sent pas aimé, il a l'impression qu'il vit une injustice parce que finalement il y a des gens nantis qui ont tout et lui n'a rien. La première chose que je vais apprendre à cette personne, c'est qu'elle a un libre arbitre et qu'elle a un pouvoir intérieur. Je voudrais vous entendre dire, par exemple, Madame Libertino, que oui, il faut s'adresser à la personne, à l'être qui est dans sa situation, mais aussi il faut rechercher les leaders. Les leaders peuvent être aussi de bons médiateurs qui peuvent conduire la paix. Quand je dis leader, je parle d'une communauté, mais je pourrais aussi parler de dirigeants d'un pays. Est-ce que votre formation aussi pourrait se diriger vers ce groupe de personnes aussi, les dirigeants, je parle des élus, etc. Est-ce qu'eux-mêmes aussi, ils peuvent être des messagers de paix, des médiateurs? Mais elle s'adresse à ces gens-là. Nous en avons parlé tout à l'heure. Je vous ai dit que même un chef de gouvernement devrait faire cette formation. Vous l'avez proposé à Haïti? Non, pas encore. Mais ça s'est fait dans d'autres pays. Ouais. Ça s'est fait dans d'autres pays. Pourquoi? Parce que, indépendamment du fait qu'un chef de gouvernement a une énorme responsabilité, peut-être une intelligence supérieure, il a aussi des problèmes émotionnels qui peuvent le guider vers de mauvais choix, qui peuvent le faire avoir créer des conflits, par exemple, par orgueil, etc. Ce qui veut dire que être un chef d'État, c'est un gestionnaire. Ça ne veut pas dire être un sage. Un gestionnaire aussi de l'humain. Malheureusement, vous connaissez beaucoup de chefs d'État qui sont gestionnaires de l'humain? C'est de ça qu'on veut parler. Vous terminez avec vous, Madame Libertino. Vous avez écrit un livre, c'est pas un seul, non, peut-être? J'ai écrit une dizaine de livres. Une dizaine de livres. Et j'ai en main là, Sauver notre société, utopie ou réalité. Moi, j'ai envie d'aller dans cette utopie avec vous. La réalité, je pense, hein, c'est ma position toute ferme, tout de suite, je vous le dis, que cette société, on ne peut pas la sauver. Mais vous dites c'est possible de sauver cette société parce qu'il faut sauver l'homme d'abord. Non, c'est possible que la société se sauve elle-même. Voilà, parce que moi, je ne peux rien faire. Ouais. Voilà, voilà. Mais c'est vrai que c'est possible, mais aujourd'hui, je n'en sais rien. Je ne sais pas quand elle se sauvera. Je ne sais pas si elle décidera de se sauver. Mais en tout cas, les moyens sont là. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est possible. Les moyens sont là. Parce que si, essayons de nous imaginer, essayez l'espace d'un petit moment, de faire travailler votre imagination, que chaque être humain sur la Terre décide de faire un travail sur lui pour comprendre ses besoins, pour comprendre son idéal et pour avoir la détermination nécessaire pour dire maintenant, je suis venu sur la terre pour être heureux, je ne vais plus me laisser faire par ceux qui veulent me rendre malheureux, je vais aller vers des choix qui sont positifs pour moi et je suis déterminé à construire ma vie correctement. Essayez de vous imaginer que chaque être humain sur la Terre se dise cela. On a une société heureuse. Voilà. Encore utopique ou réalité? Non, ce n'est pas utopique. Non, justement. Non, ce qui est utopique, c'est de croire que nous pouvons continuer ainsi. Alors, ce livre s'adresse aux chefs de gouvernement, aux leaders, comme aux simples citoyens. Tout à fait. Et puis, quelles sont les clés que vous donnez là-dedans pour sauver, justement? Vous n'êtes pas celle qui va sauver, mais le livre peut-être contient des éléments, des clés pour arriver à cette société idéale. Les clés que je donne, c'est toujours pareil. C'est montrer ce que nous attaquons toujours, les symptômes de notre société. C'est en fait ce dont je parle un peu dans ce livre. C'est que dans notre société, nous voyons des symptômes et nous sommes toujours en train de critiquer les symptômes. Au même titre qu'on critique toujours les gouvernements, qu'on critique les médias. C'est toujours la faute de l'autre, au fond. Voyez, voilà. Alors on doit se poser la question, est-ce qu'en mettant la faute sur l'autre, est-ce qu'en faisant des lois, est-ce qu'en créant justement des droits de l'homme, on va aider l'être humain? Non, c'est pas vrai. Non, tout ça, ce ne sont que des théories, parce que c'est basé sur l'intellect. Ce que nous devons, c'est regarder à l'intérieur de nous ce que nous voulons, nous, mettre en place comme loi. Pas ce qui se passe, ce que nous attendons de notre pays. Pas ce qu'on attend de notre gouvernement. Voyez, voilà. Et en se rendant compte que nous avons une grande responsabilité et qu'en même temps, contrairement à ce que nous pensons, nous avons un grand pouvoir, nous pouvons
donc sauver notre société nous-mêmes. Alors, vous terminez, Madame Libertino, sur un sujet qu'on pourrait commencer à développer maintenant. Malheureusement, on n'a plus le temps. On va s'arrêter là avec ce programme. Madame Martine Libertino, en Haïti pour une formation sur l'éducation à la paix et sur la médiation, philosophe, écrivain, une dizaine d'ouvrages et aussi peintre. La peinture qui apporte la sagesse sans doute aussi. Et... Non, la peinture qui me fait du bien à moi. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à ces questions pour ce programme venu de nulle part sur Métropole, mais que nous souhaitons peut-être vous retrouver encore quelques temps plus tard dans vos voyages en Haïti pour ces formations. J'aurais aimé faire avec vous une évaluation peut-être, si vos étudiants, vos protégés aujourd'hui, ceux que vous accompagnez dans la formation peuvent aller apporter des résultats concrets dans cette société, c'est à vous de faire l'évaluation aussi avec eux. L'évaluation, c'est que je les trouve de plus en plus efficaces. Je pense qu'ils sont de plus en plus motivés, qu'ils sont de plus en plus détachés, de plus en plus aptes à aider leur pays. Merci beaucoup. Merci à la prochaine. À vous. À la prochaine, avec plaisir.